Bonjour et bienvenue dans les bons plaisirs de France Culture. Au menu du jour, votre feuilleton quotidien, faites vous-même votre malheur, interprété par Jackie Berroyer, la session musicale choisie par Mathieu Conquet, le voyage dans l'art de France de Jean-Marie Pérouse de Monclos ou encore une exploration des grands boulevards du monde avec Pierre Rousselin du Figaro. Dans la deuxième partie des bons plaisirs, nous nous intéresserons au cinéma de Quentin Tarantino. Pourquoi s'intéresser à Quentin Tarantino alors que son actualité est, avouons-le, assez faible en plein cœur de l'été ? Eh bien, pour le plaisir tout simplement de revenir sur l'œuvre d'un des cinéastes les plus importants de notre temps, qui a marqué le début de l'année 2013 avec Django Unchained, un film qui a rassemblé la critique, les cinéphiles et le grand public. Mais de quoi le cinéma de Tarantino est-il le nom ? Comment ce cinéma cinéphile et citationnel invente de nouvelles formes narratives ? Que nous dit Tarantino du cinéma et du monde ? Quelques éléments de réponse en compagnie d'Emmanuel Burdeau et Nicolas Vieillescaz, auteurs de Tarantino, un cinéma déchaîné. Et tout à l'heure, vous retrouverez en fin d'émission Sylvie Hasbrook qui reviendra en fin d'émission sur une émotion. Mais avant cela, nous nous intéressons à un plaisir de plus en plus répandu, le plaisir de la solitude, pas la solitude imposée, née d'une déliaison ou de l'isolement social, mais la solitude librement choisie et consentie pour échapper au fracas du monde et se retrouver. Ô solitude de Purcell. Bonjour Sylvain Tesson. Bonjour. Je suis très ravi de vous accueillir dans les bons plaisirs. Vous êtes écrivain, aventurier, membre de la Société des explorateurs français et vient de paraître en poche dans les forêts de Sibérie, publié chez Folio Gallimard. Sylvain Tesson, je recevais hier le pianiste André Vierou et je lui demandais s'il se considérait comme un individualiste anarchiste à la manière d'un Georges Palante, défenseur d'un individualisme aristocratique, avec cette idée centrale de se défier de la foule qui porte parfois en germe l'aliénation de l'individu. Est-ce que vous vous considérez comme un individualiste anarchiste avec ce goût prononcé pour la solitude ? Oui, voilà deux termes qui me plaisent beaucoup et que je ne trouve pas contradictoires. Et j'ai du mal un peu à répondre à votre question parce que je suis encore toute à la fois ébloui et ému par l'interprétation qu'on entend de Solitude, mon choix le plus doux de Purcell. Mais je vais quand même Nancy Argenta. Je vais quand même essayer de répondre à votre question. Il faut prendre l'individualisme non pas comme le repli racorni sur soi qui parfois auquel peut s'ajouter parfois une misanthropie, mais l'individualisme comme volonté d'essayer de frayer sa route le plus librement possible, mais avec toujours la notion de la nécessité de ne pas nuire aux autres lorsque l'on essaye de frayer sa route seul. Il me semble qu'il y a là une sorte de devise dans laquelle on peut essayer d'exister. Et puis l'anarchie, bien entendu, avec tout ce qu'elle comporte de fête, de sauvagerie, d'appétit pour le monde. Mais tout ça porté par une certaine mélancolie, car quand on est individualiste et anarchiste, forcément, il y a un moment où on tourne le dos à la société, où on se replie dans le silence des sous-bois. Sylvain Tesson, pour reprendre la citation de Knut Hamsun en exergue de votre livre, vous appartenez aux forêts et à la solitude ? J'aimerais bien, j'ai beaucoup aimé cette phrase qui conclut un roman de Knut Hamsun qui s'appelle Pan, car j'appartiens aux forêts et à la solitude. Il me semble que c'est une très belle définition de ce que peuvent être les êtres
qui, à un moment donné de leur existence, pour toutes sortes de raisons, qui peuvent être liées à la tristesse, qui peuvent être liées à la volonté tout à coup de reprendre un peu d'énergie en soi, les êtres qui un jour tirent le rideau tirent la porte, ferment la porte derrière eux et s'enfoncent dans le silence des forêts. La forêt étant quelque chose de curatif, qui tout à coup peut vous permettre de dépasser une douleur ou une blessure que vous avez eue. Et moi, j'aime cette idée d'appartenir aux forêts, à la solitude. Mais comme vous l'avez évoqué au début de notre conversation, à condition, bien entendu, que cette solitude et que ce repli soit choisi et non pas imposé. Et je crois que c'est là toute la différence qu'il y a entre les solitudes fécondes et les solitudes douloureuses. Et vous aviez choisi votre retraite loin du fracas du monde postmoderne, au bord du lac Baïkal? Oui, j'ai passé 6 mois dans une cabane. C'était une retraite d'ailleurs qui était tout à fait relative, car j'ai été visité à plusieurs reprises par soit mes voisins, Youri, gardes forestiers Youri par exemple, ou Sergueï, ou Volodia, et puis par quelques amis qui sont venus me voir. Mais c'était tout de même une retraite dans le sens où la cabane était située à 6 jours de marche d'un village et que si en cas de pépin, je n'aurais vraiment eu que moi sur qui compter. Mais ça m'a beaucoup amusé d'entendre l'air de Purcell aux solitudes, parce que c'est en 2008, alors que je me trouvais au bord du Baïkal et que j'avais un appareil pour écouter de la musique, je me souviens très bien d'avoir entendu par Alfred Deller l'interprétation de Aux solitudes, My Sweetest, Sweetest, Sweetest Choice, et cette musique m'a transpercé. Il arrive parfois que la musique aille chercher ce qu'il y a de plus profondément enfoui de chagrin en vous et le ramène à la surface de votre être, et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Et il y a eu un moment extraordinaire entre qui convoquait à la fois cette musique, cette mélancolie, cette tristesse et la beauté grandiose du Baïkal, et c'est là où est née cette idée chez moi de vivre dans ma cabane pendant quelques mois. Pourquoi avoir contracté ce serment avec soi, vivre seul plusieurs mois en cabane, ce lieu que vous considérez comme un lieu sacré du pas de côté? Parce que je crois que vous disiez tout à l'heure que c'est on peut pas dire que la solitude soit une pratique, mais on peut dire qu'elle est une tentation qui concernait de plus en plus de gens. La solitude voulue, la solitude choisie, la solitude acceptée, la solitude comme décor pour sa vie. Il me semble que vient un moment, alors peut-être que c'est au moment de la quarantaine, je ne sais pas s'il y a ces passages de décennies dont on fait si grand cas, je ne sais pas si ça correspond vraiment à quelque chose, mais si. C'est vrai que vient un moment, bon vous confirmez, vient un moment où il me semble qu'on a envie d'une décélération, d'un repliement, d'un déploiement du silence en soi. Alors ça prend des tas de formes. Il y a des gens qui vont passer un week-end à la campagne, d'autres qui vont faire une retraite, une méditation dans un monastère, d'autres qui vont marcher sur le chemin de Compostelle. Et puis il y en a certains, c'est mon cas d'ailleurs, qui ont envie tout à coup de se replier dans les bois. Il y a cette très vieille idée d'ailleurs, qui est une extrêmement vieille tentation historique en Occident, du désert, de la retraite, du recours aux forêts, comme disait Ernst Junger. La forêt pouvant être d'ailleurs un square, un appartement, ou même sa propre boîte en os, pour utiliser une allégorie qui définit le crâne. On peut tout à fait se retirer en soi. Mais ce mouvement du recours aux forêts, moi, il me semble être un penchant, une tentation qui finalement est assez commune et assez banale. L'idée, c'était de disparaître des écrans de contrôle, de se dépouiller de toute identité? Écoutez, là on est quand même au cœur d'une actualité avec cette histoire où tout à coup on se rend compte combien l'envahissement du numérique dans nos existences quotidiennes a fini par créer une sorte d'acceptation d'un contrôle permanent de nos vies, par tous ces appareils, tous ces écrans dont on dit qu'ils étaient faits pour nous libérer et qui en fait sont des entraves extraordinaires, des moyens de coercition fantastiques, des bracelets électroniques au fond, et qui en plus nous bouffent le temps. Alors c'est vrai que moi il y avait dans cette idée de la cabane, de la simplification de la vie, du repliement de la vie, du resserrement de la vie autour de quelques objets et de quelques actes très archaïques, couper du bois, pêcher du poisson, marcher dans la neige. Il y avait une volonté de faire disparaître toute cette espèce de société de la technologie qui, au lieu d'être libératrice, me semble, moi, une profonde force de coercition. Et puis, une profonde force de vandalisme de la seule chose, du seul trésor que nous possédons, qui est celui du temps. Les 24 heures qui nous sont offertes tous les jours, voilà la seule égalité d'ailleurs qui règne entre les hommes, c'est que tout le monde, quand il se lève le matin, dispose de 24 heures. Et c'est vrai que le fait de s'enfoncer dans une cabane et d'essayer de réinventer sa vie,
autour de ces heures qui sont à notre disposition est une forme de reconquête de sa liberté. Mais cette retraite solitaire peut s'assimiler à une fuite? Oui, c'est drôle parce que les voyageurs refusent toujours à avouer qu'au fond, le principal motif de leur voyage, c'est la fuite. Vous avez plus l'habitude que moi d'interroger les gens, mais je suis persuadé qu'à chaque fois que vous recevez un voyageur, où il vous déroule des tas de motifs extrêmement nobles et aristocratiques, la volonté d'aller à la rencontre de l'autre, la volonté de découvrir les secrets des pyramides d'Égypte, ou l'ADN de tel lémurien de Madagascar, ou de relever la carte d'un massif himalayen inconnu, aucun ne vous avouera que c'est parce qu'il veut fuir. Et moi, il me semble que c'est une très belle motivation, la fuite. C'est beau, c'est ce que font les chevaux, c'est ce que font les herbivores, des êtres qui ne nuisent pas d'ailleurs, sinon à la prairie qu'ils broutent. Enfin, c'est quand même une nuisance assez relative. Et il y a quelque chose de beau dans la fuite. La fuite, c'est aussi certains danseurs utilisent la fuite, certains pratiquants d'arts martiaux utilisent la fuite. La feinte. Comment? La feinte? Oui, la feinte, absolument. L'esquive. Et il me semble que fuir est fuir là-bas, fuir n'importe où, comme dit l'âme déchirée de Baudelaire, en implorant le corps de partir. Il me semble que la fuite est une très belle catégorie des motivations de voyage. Et il y avait, moi, dans ma retraite, bien entendu, une volonté de fuir la médiocrité d'une vie urbaine qui ne me plaisait plus, fuir une certaine grisaille, une certaine laideur, puis une certaine angoisse intérieure aussi qui me faisait ressentir le besoin de fuir ce temps qui passe trop vite et qui passe trop indépendamment de toute possibilité de l'apprivoiser quand on vit dans une vie urbaine, c'est-à-dire dans une cage en plastique. J'ai relevé cette définition de la fuite dans votre ouvrage. La fuite est le nom que les gens ensablés dans les fondrières de l'habitude donnent à l'élan vital. Il me semble. On me reproche beaucoup, moi, de fuir tout le temps, en permanence. Là, je viens de passer 5 semaines sur les arêtes et les aiguilles de Chamonix, sur ce granit magnifique, à grimper. Et, tous les matins, avec une sorte d'appétit fébrile, je prenais la benne pour aller, les téléphériques, pour aller me porter à 3500 mètres et commencer les escalades. Et mes amis, mes proches qui étaient dans la vallée ne comprenaient pas, me disaient mais quel est ce mouvement qui fait que tu vas tous les matins, il faut que tu ailles là-haut. Et je leur répondais, c'est la fuite, je fuis quelque chose. On ne sait pas très bien ce qu'on fuit quand on fuit, on sait simplement qu'il faut fuir. Il ne faut pas trop se demander pourquoi on répond à l'appel de la route, à l'appel de la forêt ou à l'appel de la montagne, parce que si on se préoccupe trop d'en trouver les raisons, on finit par laisser passer l'appel. Sacha Guitry en 1961. Sylvain Tesson, quelle est votre définition du silence inséparable de toute solitude? Pour vous, elle n'est pas absence de bruit, non, mais une expérience de l'absence d'altérité. Oui, et puis une expérience de sentiment qu'on a réussi enfin à sentir que le temps passe, comme si le silence était le froissement que le temps produisait en passant à l'intérieur de vous. Il me semble que l'intérêt de ces retraites, qu'elles soient dans une cabane, dans une forêt ou entre les 4 murs d'une bibliothèque, est de rétablir un rapport beaucoup moins nerveux, beaucoup moins pathologique avec le temps qui passe. Il est évident que quand on se replie en soi,
pas forcément sur soi, mais en soi, soudain, le temps s'apprivoise. Il n'est plus cette catégorie qu'il faut à tout prix maîtriser. Quand vous fermez votre agenda, qui est l'instrument ultime de coercition du temps, puisque l'agenda sert à découper le temps en tranches horaires, quel vilain mot, exactement comme quand vous coupez un cornichon avec un couteau bien acéré en minuscules tranches. Lorsque vous fermez votre agenda, vous rétablissez avec le temps un rapport qui, me semble-t-il, est beaucoup plus simple, puisqu'il est le rapport du flux, du flot, du courant fluvial, alluvial même, qui vous traverse avec son épaisseur, avec sa densité, avec son intensité. Et à ce moment-là, peut-être, pouvez-vous vous rendre compte que le silence est le bruit que fait le temps en passant, et pas simplement l'absence de bruit et de brutalité. Mais ce silence que vous recherchez tue à petit feu ceux qui n'ont plus d'interlocuteurs, ceux qui, dans les villes notamment, ou même, pourquoi pas la campagne également, n'ont personne à qui parler, et ce silence est mortifère. Oui, mais là on parle de deux choses différentes. Vous aviez d'ailleurs pris la précaution de distinguer la solitude et donc le silence qui était consenti et recherché de celle qui était subie. C'est une banalité de dire que les pires solitudes sont les solitudes des endroits très peuplés. Il est vrai que j'étais il n'y a pas très longtemps en Mongolie, dans les steppes, et je rencontrais des éleveurs de chevaux notamment, qui vivaient dans une assez grande solitude, puisqu'ils étaient à des centaines de kilomètres de la capitale Oulan-Bator. Ils vivaient dans des petits villages de yourtes où ils ne sont que quelques familles, et ils ne ressentent évidemment pas la solitude, puisqu'ils sont dans une steppe dépeuplée. Alors que bien entendu, nous connaissons tous des pauvres gens, souvent de vieilles gens d'ailleurs, qui ont été peu à peu abandonnés par tout ce qui constituait leur tissu d'existence, les autres, et qui finissent par d'ailleurs soliloquer et devenir les gens qui parlent tout seuls, qu'on traite de fous d'ailleurs, et on en a beaucoup d'exemples dans nos villes. Évidemment que c'est un silence, celui-là, qui est mortifère et qui n'est pas souhaitable, mais nous ne parlons pas tout à fait du même quand nous évoquons celui qui a été choisi, consenti et même recherché par celui qui tout d'un coup veut faire un peu de paix en soi. Alors pour accompagner votre solitude volontaire en Sibérie, des amis vous ont accompagné? Thoreau, Whitman, Schopenhauer, Casanova? Ça me fait plaisir que vous utilisiez l'expression d'amis, parce que je ressentais exactement mes livres comme des amis. D'ailleurs, un livre, c'est un vrai ami, puisque vous pouvez lui couper la parole à tout instant, il vous le reprochera jamais, la conversation reprend là où vous l'aviez laissé. Enfin, c'est fantastique, la fidélité d'un livre, et la fidélité qui naît du rapport d'un lecteur à un auteur à travers le livre. J'avais une petite centaine de livres pour mes 6 mois. D'ailleurs, ça adoucit beaucoup la morsure de la solitude, et donc ça relativise beaucoup le caractère radical de l'expérience d'avoir pris des livres dans cette cabane. Car si j'avais véritablement voulu accomplir une expérience de solitude violente, je serais parti sans aucun livre, et je n'aurais compté que sur ma vie intérieure pour essayer de me tirer des affres de l'ennui. Or, le fait de partir avec des livres, c'était déjà baisser un peu les armes. Mais enfin, je pouvais pas m'en empêcher, puisque je suis un lecteur compulsif. Donc j'avais une littérature qui était extrêmement éclectique. La seule erreur que j'ai faite étant de prendre l'amant de Lady Chatterley de Laurence, parce que ça finit par donner de mauvaises pensées au bout de quelques mois quand on lit les affres, les tourments de Constance et la manière dont elle réussit à leur porter remède. Et alors dans le vacarme de la ville, il y a des livres autour desquels on rôde, et dans la solitude, vous avez osé lire des livres qui vous intimidaient. Oui, il y avait notamment un livre que je croisais beaucoup lors de mes... Vous savez, vous avez des livres comme ça dont vous entendez sans cesse parler, que vous voyez tout le temps transpercer les lectures que vous êtes en train de faire. Et moi, c'était Le Monde comme volonté à représentation de Schopenhauer que je voyais, enfin, dont je suivais souvent la trace, le sillage, l'odeur de soufre. Notamment, je sais pas moi, en lisant Nietzsche. Et j'avais toujours été intimidé par ce gros ouvrage en puf, là, avec sa couverture orange. J'avais l'impression que c'était une sorte de monument inaccessible. Et puis l'idée d'être seul et de lire une thèse qui prétend que le monde n'est que la représentation que vous en faites mentalement et que vous construisez, et qu'elle se déconstruit sitôt que vous avez fermé les yeux, m'amusait, puisque moi j'étais seul dans ma cabane, et donc il y avait quelque chose qui était de cet ordre-là. Le monde que je voyais à travers ma fenêtre, au fond, il n'y avait que moi qui le voyais, et j'aurais pu pousser la thèse schopenhauerienne à dire qu'il n'existait que parce que je le regardais. Mais je dois avouer que
Ce qui prévalait dans la ville a prévalu également dans la cabane, et c'est vérifié, à savoir que je n'ai pas réussi à aller plus loin que quelques pages de Schopenhauer qui continuaient à m'intimider, même dans les forêts de Sibérie, et le livre a fini comme un socle pour mon bougeoir. Et dans cette solitude des forêts de Sibérie, vous éprouviez le besoin de rituels pour ne pas sombrer dans la folie ? Oui, vous savez, les Canadiens, les Québécois, je crois, appellent fièvre des cabines, cette maladie que les moines autrefois appelaient l'acédie, qui était même, je crois, un péché mortel, et qui est cette sorte de démission de la volonté, d'abandon de soi-même, de tous ses ressorts vitaux au sort, et de fièvre, de dépression, au fond. Qui menace, qui guette l'habitant des cabanes, puisque au fond la société ici dans la ville opère sur vous un contrôle permanent. Vous avez toujours l'œil des autres qui vous regardent, qui vous jugent. C'est pour ça qu'il faut se tenir, il faut s'habiller, il faut se raser, il faut se coiffer le matin. C'est ce qu'on appelle la coercition permanente de l'autre, quoi. Enfin, c'est la société qui vous impose sa loi. Et quand vous êtes dans la cabane, vous n'avez absolument plus aucun contrôle. Vous pouvez tout à fait vous lever à 3 heures de l'après-midi. C'est ce que dit Sacha Guitry dans son texte. Vous pouvez crier, vous pouvez, comment dit-il, faire oh, oh, oh dans son espace clos et devenir fou, et personne ne vous le reprochera. Vous pouvez parler tout seul. Et du coup, cette limite entre la nécessité de la tenue et la possibilité de libérer en vous toutes vos forces d'expression sauvage, elle s'amenuise, et elle peut vous faire basculer dans la folie. Moi, j'ai rencontré un certain nombre de Russes lors de précédents voyages, des gardes forestiers, des bûcherons, des gens qui s'étaient repliés, parfois pour des raisons juridiques d'ailleurs, dans les forêts, et qui commençaient à verser dans l'alcoolisme, dans une certaine asthénie, puis à la fin on ne se lève plus et on finit sa vie sur un lit de mégots et de cadavres de bouteilles de vodka, et c'est ce qu'on appelle la fièvre des cabines. Alors, je réponds à votre question, j'avais moi trouvé la parade de discipliner ma vie, c'est-à-dire non pas de découper le temps en activité, puisque précisément j'allais essayer de régler ce problème que nous avons de vouloir absolument maîtriser le temps, mais j'avais décidé tout de même de séparer ma journée en 2 grandes plages d'activité, c'est-à-dire le matin, des choses consacrées à la lecture, des heures consacrées à la lecture, à la poésie, à la méditation, à fumer le cigare, etc. Et l'après-midi, c'était plutôt la vie à l'extérieur, la vie dans l'ordre physique, la vie dans l'ordre de l'action. Couper du bois, nager. Nager, aller explorer mon domaine, monter sur une colline, et puis pêcher du poisson. So we meet again after several years of separation, moving on, moving around. They will spend this time chasing the other's tail, sing whoa, 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 whoa. I can never belong to you. Oh, whoa, 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 whoa. I can never belong to you. Merci beaucoup Sylvain Tesson. Merci d'être venu dans Les Bons Plaisirs. Je rappelle que vous êtes écrivain, explorateur. Quel beau mot, explorateur. Oui, c'est vrai, les gens rigolent un peu quand ils l'entendent parce qu'ils pensent qu'il n'y a rien à explorer, mais au fond c'est pas vrai, la Terre n'a pas rendu ses derniers secrets. Et je recommande très vivement Dans les forêts de Sibérie, publié en poche chez Folio Gallimard. Merci Sylvain Tesson. Merci. Et en attendant le journal de la rédaction à 12h30, je vous propose de partager un plaisir extrait du livre du psychologue américain Paul Václavic, Faites vous-même votre malheur, un feuilleton en partenariat avec les éditions du Seuil et Psychologie Magazine, interprété par Jackie Berroyer et mise en onde par Somanina. Si tu m'aimais vraiment, tu aimerais l'ail, suite. Il existe une manière utile et efficace de compliquer sa relation avec autrui. Elle consiste à offrir à son vis-à-vis le choix entre 2 possibilités. Offrez à votre fils 2 cravates différentes. La première fois qu'il en portera une, regardez-le avec amertume et dites « Je savais bien que tu n'aimerais pas l'autre ».
Psychiatres et psychologues ne sont encore jamais parvenus à expliquer pourquoi nous faisons tous des victimes consentantes des alternatives illusoires, alors que nous trouvons beaucoup plus facile d'écarter les deux possibilités, pour peu qu'elles ne nous soient plus offertes ensemble mais séparément. De cette donnée empirique, il faut apprendre à tirer le parti maximal si l'on désire vraiment infernaliser ses relations avec autrui. Voici 3 exercices simples pour les débutants. Exercice 1. Demandez un petit service à quelqu'un. Lui en demander un autre dès qu'il se met au travail sur le premier. Ne pouvant satisfaire les 2 requêtes que successivement, il est désarmé. S'il fait mine de poursuivre la première activité pour l'amener à son terme, se plaindre de ce qu'il semble ignorer la seconde requête. Et vice-versa. S'il fait mine de se mettre en colère, on pourra tristement lui reprocher ses sautes d'humeur des derniers jours. Exercice 2. Dire ou faire quelque chose que l'autre peut aussi bien interpréter comme un trait d'humour ou prendre au pied de la lettre. Selon l'attitude qu'il adopte, lui reprocher de ne pas prendre au sérieux un sujet important ou manquer de sens de l'humour. Exercice 3. Demandez à votre partenaire de lire les quelques pages qui précèdent sous prétexte qu'elles illustrent fort bien son attitude générale à votre égard. Si jamais il se dit d'accord, ce qui paraît bien peu probable, c'est qu'il avoue, une fois pour toutes, chercher sans cesse à vous manipuler. Mais si, comme il est infiniment plus probable, il nie farouchement, vous restez vainqueur. Car il vous suffit de vous exclamer que, ce faisant, il n'a fait qu'ajouter une manipulation à toutes celles qui l'avaient précédé. Vous vous expliquerez plus ou moins comme suit. Si je tolère en silence tes manipulations, tu en profites pour me manipuler plus encore. Si je te fais remarquer tes manipulations, comme je viens de tenter de le faire, tu me manipules une fois de plus en niant tes manipulations. Le partenaire en sera réduit à se demander sincèrement s'il n'est pas fou. Tout au moins sera-t-il pris d'une manière de vertige. Il s'agit donc d'une tactique qui, outre qu'elle permet à son utilisateur de faire sans cesse la preuve de son bon droit et de sa normalité, présente l'avantage d'assurer au couple le malheur maximal. On peut encore y ajouter la hiérarchisation de ses exigences avec nouvelle mise en question à chaque assurance reçue. Expliquons-nous. Pour ce faire, l'ouvrage de Laing « Est-ce que tu m'aimes ?» nous fournit nombre d'exemples magistraux. Dans la plupart, le mot-clé est « vraiment », comme dans l'échange suivant, qui n'est pas une citation directe, mais une paraphrase qui rend bien compte de la tonalité générale de ces conversations. « Tu m'aimes ?»« Oui. »« Vraiment ?»« Ah oui, vraiment. »« Vraiment, vraiment ?» Comme nous l'avons vu dans l'introduction, il est à tout le moins difficile, sinon impossible, de définir le bonheur et la satisfaction en termes positifs. Mais voilà qui ne devrait pas dissimuler les parangons de vertu de leur attribuer un caractère négatif. Comme le lecteur le sait probablement déjà, la devise officieuse du puritanisme est « fais ce que tu voudras, à condition de n'en tirer aucun plaisir ». Et il existe effectivement des gens qui jugent indécent de prendre plaisir à quoi que ce soit dans un monde tel que celui où nous vivons aujourd'hui. Et certes, il devient difficile de jouir, ne serait-ce que d'un verre d'eau, à l'instant où l'on sait qu'un demi-million de civils innocents sont en train de mourir de soif dans la moitié occidentale de Beyrouth. Mais à supposer même que le bonheur mondial soit pour demain, les pessimistes calvinistes auraient encore des raisons d'espérer. Ils pourraient toujours avoir recours à la recette de Laing en reprochant à leurs interlocuteurs innocemment heureux « Comment oses-tu t'amuser alors que le Christ est mort sur la croix pour ton salut ?» Tu crois qu'il s'amusait, lui ? C'était Faites vous-même votre malheur de Paul Václavic, un feuilleton en partenariat avec les éditions du Seuil et Psychologie Magazine, interprété par Jackie Berroyer et mise en onde par Somanina. Et je vous recommande, le portail de la fiction de France Culture, fiction avec un s.franceculture.fr.